Bonjour aux internautes qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble en présentiel depuis 14h30 et on a pu, donc la cinquantaine de personnes qui sont présentes dans la salle, travailler sur 3 scénarios qui ont mis en situation donc les participants et faire réfléchir en fait sur les critères à la fois économiques, sociaux, éthiques et environnementaux des achats. C'est là qu'on parle d'achat durable ou d'achat responsable. Je vais vous présenter donc les 4 intervenants de notre table ronde. À ma gauche, Hervé Formel, qui donc travaille au sein de la région Grand Est, qui est chef de service appui aux politiques d'achat. Donc c'est un service qui accompagne les acheteurs en fait de l'institution de la région Grand Est, surtout le côté développement durable en fait des consultations qui sont passées en fait par la région. Ensuite, Nabil Sbaï, qui est boulanger, qui est gérant de Casa Pain depuis 2000. Casa Pain, donc, qui est situé sur le Grand Reims. Vous avez 90 collaborateurs qui travaillent donc au sein de 8 boulangeries et une 9e est actuellement en gestation. Christophe Christen, responsable méthode achat donc au sein du groupe Schmitt. Une entreprise familiale qui a été créée en 1934, que tout le monde connaît au moins par rapport à la conception, fabrication et commercialisation des cuisines, à travers les marques Cuisinella et Schmitt, mais pas que, puisque vous faites aussi de l'ameublement, des rangements, tables, chaises, salle de bain, si j'oublie rien. Ensuite, donc Jean-Luc Aiglé. Vous êtes directeur du pôle travail donc au sein de RNA, Route Nouvelle-Alsace, donc qui a 40 ans d'expérience, qui est une association qui est basée dans le Bas-Rhin et qui a pour vocation de gérer et développer des établissements et du service médico-social avec pour objectif l'insertion, la réinsertion en fait d'adultes qui ont des troubles psychologiques notamment. Voilà nos 4 intervenants. Est-ce que vous avez des réactions déjà, l'un ou l'autre, par rapport à ce qui a pu être débriefé des 3 scénarios sur lesquels ont travaillé nos participants? Alors, pour mémoire, par rapport à ceux qui sont sur Internet, sont ressortis dans les discussions de faire toujours au moins un état des lieux des différents scénarios. Alors, les scénarios, vous allez les avoir dans le chat pour pouvoir en prendre connaissance. Donc faire un état des lieux, réfléchir aux besoins, coopérer avec ses fournisseurs et ses parties prenantes, et j'en oublie certainement. Vous avez des micros devant vous pour ceux qui souhaitent prendre la parole. Ne vous battez pas. L'essentiel a probablement été dit et on sentait bien quand même dans les différentes réponses, enfin en tout cas ce que les groupes évoquaient, la différence quand même qui existe et qui existera encore longtemps entre l'achat privé, quand on est une entreprise, et l'achat public, puisque les règles sont pour partie équivalentes, mais très souvent assez différentes. Oui, tout à fait. Il y a des obligations dans le domaine public qui n'existent pas encore aujourd'hui, effectivement, dans le domaine privé. Oui, je l'envisageais plus dans l'autre sens, qu'on libère un peu la commande publique plutôt qu'on contraigne davantage la commande. Ah non, elle est déjà contrainte, c'est pas la peine de la contraindre encore plus. Ok. Dans vos différentes entreprises ou structures, il y a des démarches donc d'achat responsable qui ont été mises en place. Qu'est-ce qui a impulsé cette démarche au sein de vos structures ? Comme a été dit tout à l'heure, participer au parcours sourcing durable. Donc j'ai eu la joie et le plaisir de participer à tes côtés il y a sur 2019-2020 à 14 mois de parcours et d'accompagnement entre des
des travaux collectifs et des travaux individuels. On est accompagné par quelqu'un qui était spécialiste en RSE, en achat responsable. Donc ça a été vraiment le déclencheur, et de se poser les bonnes questions. Quand j'achète en local, c'est quoi le local? C'est à 50 km, c'est à 100 km. Si j'achète en local, on est dans le Grand Rhin. Si j'achète en Belgique, est-ce que c'est toujours du local versus j'achète à Bordeaux, par exemple? Acheter, et là c'est une dernière réflexion, acheter du tofu brésilien pour faire nos plats préparés, est-ce que c'est mieux que d'acheter de la viande de bœuf à 50 km de chez moi? Voilà, donc c'est pas la même notion, c'est du local, mais d'un autre côté, j'ai des gaz à effet de serre. Voilà, donc toutes ces notions-là sont importantes à poser, et souvent, des fois, on va à des raccourcis. J'ai commencé mon entreprise avec un four à bois, donc j'étais très content d'avoir un four à bois, mais en termes d'émissions à gaz à effet de serre, c'est pas bon du tout. Donc on est revenu à de l'électrique, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est un moyen qui t'a permis d'avancer et d'aller plus loin dans cette démarche. Mais quand on a débriefé ensemble avant cette table ronde, tu me disais que de toute façon, il y a toujours eu une envie et un travail d'amélioration continue. C'est aussi ce qui impulse tout ce que vous faites chez Casapin. Oui, enfin, on n'a pas découvert. En fait, je pense que toute personne est pétri de bonne conscience et de bonne volonté, et qu'on essaie tous de gérer nos entreprises en bon père de famille. Voilà, donc quand on a acheté, on fait du bio depuis 2007, par exemple, sur une grande partie de nos fabrications de pains spéciaux notamment. Et voilà, et après, on privilégie le fournisseur ou le sous-traitant local, mais pas forcément avec les vraies grilles de lecture. Et c'est vraiment ce parcours de sourcing durable qui nous a permis, au travers d'un questionnaire, de questionner nos fournisseurs à travers différents filtres. Et alors, chaque filtre et chaque questionnaire est propre à l'entreprise et à secteur d'activité. Mais pour nous, qu'est-ce qui était le plus important en termes d'achat durable et responsable? Merci. L'impulsion chez Schmitt? Alors chez nous, on a la chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une entreprise familiale. Et notre présidente, en fait, elle est à fond dans la RSE. Voilà. Et ça nous aide beaucoup parce que quand c'est la présidente qui parle, du coup, il y a tout le monde qui peut suivre. Et donc, ça nous permet au quotidien, c'était déjà dans l'ADN de l'entreprise depuis des années et des années. Depuis 2019, on a mis en place une direction RSE qui se charge également de la communication. Et on a mis un comité RSE qui a des représentants dans chaque direction de l'entreprise. Voilà, c'est un groupe nous sommes 2000 personnes environ. Du coup, ça nous permet d'avancer bien plus vite, d'adresser les différents sujets dans chaque direction, sur chaque thématique. Voilà, ça aide. Et pour nous, le principal vraiment, c'est que ça vienne de la présidence de l'entreprise. Parce que j'ai pu rencontrer des collègues dans les achats où ils n'ont pas le soutien des présidents, des directeurs généraux ou autres, et ils se heurtent régulièrement à des murs et ils peuvent pas avancer. Et au sein de la région, Hervé? À la fois des obligations légales très contraignantes, tout un tas de lois, AGEC, Egalim, climat et résilience maintenant, qui nous promet de belles nuits sans trop dormir, loi pour l'économie sociale et solidaire, enfin bref, tout un tas d'obligations légales. Mais quand je dis ça, je m'en plains pas, c'est bien, ça permet d'avancer, mais en tout cas, il y a une obligation de réponse au texte législatif, et puis la volonté politique, là aussi, et puis la volonté du service, de la direction de l'achat public, et puis des collègues acheteurs, 350 dans la maison, qui pour l'essentiel se disent moi au quotidien en tant que citoyen, je fais les efforts qui me semblent nécessaires que je peux faire. En tout cas, dans mon cadre professionnel, je ne sais pas comment m'y prendre et j'ai besoin d'être accompagné. Ça me fait une belle transition sur justement comment vous avez pu pousser. Alors Nabil a déjà évoqué effectivement le parcours sourcing durable qui permet à des entreprises privées, pour le coup, d'être accompagnées pendant un peu plus d'1 an pour pouvoir soit conforter, parce qu'il y a des entreprises qui ne partent pas de rien, soit mettre en place une politique d'achat durable. Et quels autres outils vous utilisez les uns les autres pour pouvoir... Je vais répondre. Schmitt Group, on a utilisé un outil qui s'appelle le label Relation Fournisseur Achat Responsable. Quand on est à la qualité, on sait qu'il y a l'ISO 9001. Et pour les acheteurs, il y a l'ISO 20400. Il n'est pas très connu parce qu'il n'est pas certifiable. Néanmoins, c'est une norme de recommandation et ça nous pousse à avoir les meilleures pratiques d'achat
qui soit. Et voilà. Donc nous, on a pris ce référentiel parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on faisait déjà. On a dit, on essaye. Et depuis 2016, nous sommes labellisés. C'est un label qui est remis par l'État. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'économie. Voilà. Mais ça peut encourager certains. Ce sont des recommandations. Il ne faut pas hésiter à s'inspirer des bonnes pratiques. Tout un guide, ça peut paraître très rébarbatif de la lecture qui vient du ministère de l'économie, mais c'est beaucoup de bonnes pratiques. On l'a dit ce matin en plénière, il y a de très bonnes pratiques. Si vous allez à Bercy, il y a plein de choses qui sont bien. Il faut s'inspirer des achats publics parce que on ne dissocie pas un achat responsable d'un achat économique. On fait des gains en achetant responsable. Il y a plein de choses. Donc c'est un guide, c'est un manuel qui nous permet de devenir meilleurs. Voilà. Donc on a des équipes qui sont meilleures, des achats plus performants. Ça n'est pas trop contraignant? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle contrainte. Mais on disait, l'achat responsable, c'est pas l'achat de demain. On est déjà en retard. Si vous allez, ce matin, ceux qui étaient sur la décarbonation, les courbes. C'est assez alarmiste, on va pas se mentir. L'achat responsable, c'est un achat d'aujourd'hui. Il faut se contraindre. On doit tous se contraindre. Aujourd'hui, on se contraint parce qu'il n'y a pas de carburant à la pompe. On le fait tous, on trouve des solutions. Faisons-le avec les achats. L'impact qu'on peut avoir dans notre travail, il est potentiellement bien plus important que celui de celui qu'on peut avoir à la maison chacun. Donc, allons-y. Et Bicorp ? On en parle ou Bicorp, on peut en parler. Alors Bicorp, c'est également un label qui est assez ambitieux. Pour Schmidt Group, on est en train donc on s'est objectivé, notre direction générale nous a objectivé d'avoir Bicorp à 2024. Voilà, donc c'est en cours, mais ça touche aussi tout le spectre de l'entreprise. Il faut en avoir envie. Voilà, notre patronne dit l'entreprise de demain, elle sera RSE ou alors elle sera plus là. Voilà. Donc autant viser les meilleures pratiques, que ce soit Bicorp, les labels, et même si on n'y est pas encore, n'hésitez pas à avancer chaque jour sans certification, sans label, vers des démarches d'amélioration des achats parce que ça fait grandir tout le monde. Oui, puis on parle évidemment de labels, de certification. Il y a des chartes aussi. Label RFR, il existe aussi avant d'être labellisé. On peut déjà être charté. Et pour autant, c'est pas parce qu'on n'a pas de label, Nabil. Non, on a fait le choix de ne pas aller chercher un label. J'ai pas objectivé mon responsable RSE là-dessus, parce qu'on travaille avec des clients particuliers et tous ces labels-là ne leur parlent pas. Donc c'est plutôt une conduite au quotidien. Et voilà, c'est une colonne vertébrale à laquelle, depuis qu'on a travaillé sur les achats responsables et qui nous a permis de terminer notre RSE, 80% de la RSE, c'est au travers les achats. Après, il y a aussi beaucoup de rédactionnel sur la gouvernance, et vous connaissez tout ça. Mais voilà, par exemple, un cas concret, vous imaginez que dans une boulangerie-pâtisserie, on utilise beaucoup de lait pour faire nos différentes crèmes et préparations. On achetait des briques de lait en Tetra Pak, et donc c'était très facile, ça se conservait à température ambiante, mais derrière, forcément, il y a du poids, il y a du déchet, et on remplit les poubelles. Voilà, pendant le Covid, au moment où il y a eu une baisse d'activité, on a basculé avec un fournisseur, un agriculteur à 80 km, non, plutôt à 60 km de chez nous, dans les Ardennes, et qui vient nous livrer toutes les semaines 300 litres de lait frais pasteurisé en seau de 10 litres qu'il récupère la semaine d'après. Donc ça, voilà, donc ça c'est une vraie action qu'on a pu mener et qui est vraiment, on arrive bien à la mesurer en termes de déchets. Il n'y a plus de déchets en fait. Ça sort de ces citernes et ça est transporté par un seau et le seau repart à vide. Pareil, on a basculé, on utilisait beaucoup d'œufs en boulangerie et dans beaucoup d'industries agroalimentaires. On utilise les ovoproduits, des jaunes d'œufs, des œufs entiers et des œufs liquides. Et pareil, on a profité un petit peu de cette baisse d'activité pour basculer sur des œufs coquilles qui sont pour des poules élevées en plein air à 20 km de la boulangerie, qui nous sont livrés en palettes. Alors ça fait beaucoup d'œufs à casser aujourd'hui, donc c'est en fin de journée, donc ils se mettent tous autour de la table, ils cassent les œufs, et ces coquilles d'œufs, on les jette pas non plus dans les poubelles d'ordures ménagères, on va les épandre dans un champ à côté d'une de nos boulangeries à Sillery. Voilà, donc il n'y a pas d'intérêt à rejeter du calcaire dans nos poubelles.
Merci. Alors, dans la période actuelle qu'on connaît, tous, que ce soit organismes privés ou publics, dans ce contexte d'inflation, de rupture d'approvisionnement, à votre avis, est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'une démarche d'achat responsable, ça a plutôt tendance, vous avez plutôt tendance à pâtir de la situation, ou au contraire, est-ce que ça devient une force vis-à-vis de vos différents fournisseurs ? Les deux. Non, il y a une vraie tension, on peut pas la nier. Enfin, je veux dire, sur l'alimentation, aujourd'hui, les chefs d'établissement, les responsables de la restauration collective, la pression est telle que les questions environnementales sur le bio, sur les choses comme ça, passent, hélas, au second plan. Hélas, au second plan aujourd'hui. On espère tous que ce sera un peu différent demain. La pression sur les énergies, on ne va pas en parler non plus. On a tous des factures qui sont multipliées par 2, par 3, par 4. On a des collègues dans d'autres régions par 7 par rapport à leur marché en cours, en tout cas dans les projections. Donc quand je dis les deux, il y a ça, il y a une vraie pression qui fait qu'aujourd'hui l'urgence de l'achat public est probablement pas autour de ces questions environnementales. En revanche, c'est aussi un levier pour réfléchir à moyen et court terme sur effectivement ce que vous venez de dire, comment au quotidien dans mes achats, dans la façon dont je me fournis en biens ou en services, comment quand j'intègre des éléments de développement durable, peut à terme me faire des économies. C'est pas simple de mobiliser des équipes là-dessus. Quand on est un chef d'entreprise, on a les deux aspects tout de suite en tête, sous-entendu y compris le volet économique. Quand on est dans une collectivité et qu'on a un agent en face de soi, l'impact économique, il le vit pas de la même façon que le chef d'entreprise, par exemple. Donc c'est probablement un peu plus complexe, mais en tout cas, les esprits sont prêts, donc allons-y. Jean-Luc, vous êtes répondant aussi. Excusez-moi, je vais juste me permettre. J'ai évoqué l'histoire des œufs et du lait tout à l'heure. Vous avez entendu l'histoire. Et bien, grâce à ce partenariat qui a été noué depuis 2 ans avec mon fournisseur de lait, j'achetais mon lait à 80 centimes le litre à l'époque. Vous connaissez les tensions qu'il y a aujourd'hui sur les produits laitiers, etc. J'achète toujours mon lait à 80 centimes le litre. Parce que j'ai accepté à l'époque de l'acheter beaucoup plus cher que ma brique de lait à 50 centimes. Aujourd'hui, je bénéficie toujours de ce partenariat. Pareil, sur les œufs, aujourd'hui, il y a une tension sur les œufs coquilles. Notre fournisseur, vu qu'on a noué ce partenariat en amont, par temps calme, aujourd'hui, je bénéficie de toujours les mêmes prix, avec une hausse qui est tout à fait raisonnable. Voilà, donc quelque part, oui, on peut se projeter sur l'avenir, mais quelque part, il faut essayer de construire au fur et à mesure des relations durables. C'est aussi ces relations-là qu'on parle d'achat responsable et de relations durables avec nos fournisseurs. Complètement. Merci Nabil. Jean-Luc, vous répondez, vous, RNA, à différents types de marchés. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et est-ce que vous sentez, quand vous répondez à des marchés, comment vous pouvez y répondre? Est-ce que vous sentez justement ces tensions? Alors c'est vrai que nous, on est une entreprise, donc forcément le RSE, les collaborateurs, le bien-être, tout ça, c'est une volonté associative, donc on la décline. C'est aussi qu'un collaborateur qui se sent bien au boulot, il va être plus productif. C'était un des sujets qu'il y avait tout à l'heure. Et à côté de ça, nous, on s'occupe, si vous voulez, sur Pôle Travail, on suit à peu près 500 personnes souffrant de troubles psychiques. Voilà. Et donc, il y a des gens qui ont suivi en milieu ordinaire, donc on a des gens qui vont dans les entreprises, etc. Mais on a nous-mêmes 2 structures, donc l'entreprise adaptée et un ESAT. Et donc, on a à peu près 150 personnes pour lesquelles il faut qu'on trouve tous les jours du travail. Donc, on est une solution RSE pour pas mal d'entreprises, parce qu'effectivement, plutôt que de délocaliser en Chine et de récupérer le travail, c'est des petites mains, c'est des boulots répétitifs, peu de valeur ajoutée, mais qui occupent des gens qui ça va rassurer psychiquement, etc. Bon, alors, c'est vrai qu'à une époque, tout est parti en Chine, on n'avait plus de boulot. Ensuite, ça revenait de Chine, mais comme il y avait des problèmes de qualité, on retriait ce qui venait de Chine, donc on avait de nouveau du boulot. Maintenant, il y a un peu plus de relocalisation, mais il y a toujours ce projet, cette question d'occuper des gens. Donc voilà, nous, on n'a pas de vocation commerciale vraiment. On est une association et notre but, c'est d'occuper des gens. Donc on est une solution pour les entreprises. Et du coup, forcément, on répond à des appels d'offres, alors que ce soit essentiellement marché public. On fait du pelliculage de livres pour les médiathèques de l'Eurométropole, c'est nous, donc les bouquins que vous allez chercher,
qui sont pelliculés. Ça se fait chez nous. On fait de la numérisation, du tri de documents, de dossiers pour d'autres structures ou d'autres administrations, mais c'est systématiquement des appels d'offres. Donc du coup, forcément, et surtout à Strasbourg, vous voulez vous positionner sur un marché, eh ben, la clause environnementale devient prépondérante, pas devenir majeure, donc effectivement, et ça va dans le sens de ce qu'on fait, donc acheter des véhicules électriques, des vélos cargo pour faire des livraisons courtes, etc., plutôt que de optimiser les tournées qu'on fait par rapport à nos clients. On va pas aller à, je sais pas moi, à Truchtersheim le matin pour y retourner l'après-midi pour un autre client, donc on prévoit, on anticipe tout ça, mais c'est vrai que derrière, on gagne des sous, on rationalise. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à la même échelle en termes de suivi de salariés que mes collègues là autour de moi. Mais donc voilà, l'appel d'offres nous oblige, mais quelque part nous fait avancer. Et du coup, ça devient gagnant-gagnant. Quand il y a des gros marchés auxquels il faut répondre, on va appeler des collègues et on va répondre collégialement. On va monter des conglomérats de structures protégées pour pouvoir répondre à des très gros marchés quand on veut se positionner. Mais ça reste en local. Donc on travaille pour des boîtes bio, donc on fait du conditionnement, on parlait tout à l'heure de café. On travaille pour 3 prestataires locaux de café, donc qui sont connus, et pour lesquels on fait du conditionnement, du conditionnement, de collage d'étiquettes, du reconditionnement, parce que voilà, on est à moins d'1 kilomètre de certains, ça vient, ça repart, on se déplace chez eux pour aller bosser chez eux, et c'est vrai que ça arrange tout le monde. Voilà. Mais c'est très vite. En France, 40 000 places d'entreprises adaptées avec des contrats de travail et 120 000 places en ESAT. Donc ça, c'est en accompagnement médico-social, où il n'y a pas de contrat de travail, à vrai dire, parce que c'est une prise en charge médico-sociale. Ça nous fait quand même 160 000 personnes dans ce pays qui vivent et qui sont animées de ça. Voilà. Merci. Christophe, quand on échangeait avant la table ronde, on peut parler des objectifs des acheteurs chez Schmitt ou pas ? Oui. Cette année, chaque acheteur a un objectif RSE. Voilà. Donc c'est une volonté de notre directeur achat, l'objectif étant que ça aille plus vite. C'est une équipe de combien d'acheteurs chez Schmitt ? Une vingtaine. D'accord. Et l'an prochain ? L'an prochain, ce sera pareil. Le contexte économique, il est en train de changer, clairement. Je reviens juste en arrière. L'année dernière, notre objectif premier était de faire en sorte que les approvisionnements soient là en permanence. Je pense que c'était l'objectif de tout le monde. Vous arrêtez une boîte de 2000 personnes, les acheteurs, c'est les premiers qui en prennent une. Je ne suis pas très poli, mais voilà. Nous, c'était ça l'objectif, faire en sorte que ça ne s'arrête pas. On a réussi grâce au partenariat qu'on a depuis des années. Il y a des entreprises, ça fait 20 ans qu'on travaille. Quand on était confinés, on les appelait chaque semaine pour savoir si on serait prêts tous ensemble pour reprendre. Ça a porté ses fruits, nous n'avons jamais été arrêtés. Par contre, tout le monde souffre du contexte aujourd'hui où les prix ont fortement augmenté. L'année prochaine, la RSE sera toujours en seconde position parce que c'est une volonté de l'entreprise. Néanmoins, la première piste, c'est de faire attention à la dépense parce que derrière, il en va de la pérennité des entreprises. Oui, tout à fait. On a parlé avec Jean-Luc rapidement là, de clause environnementale. Je voulais évoquer donc avec vous la clause sociale. Donc déjà, Hervé, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle quand on parle de clause sociale? Comment on peut avoir recours à ce service? Est-ce que c'est accessible à tout le monde, privé, public? Et puis après, on verra avec Jean-Luc comment ça peut recouvrir plein de choses. Il y a ce qu'on appelle la clause sociale d'insertion. J'imagine que c'est plutôt là-dessus que ça t'intéresse, mais ça peut être aussi, on peut faire des marchés réservés, vous venez de l'évoquer. Là, on peut imaginer que les collectivités qui passent des marchés le font en marché réservé en les distinguant bien pour des structures ESAT ou entreprises adaptées. Ça peut être aussi d'autres éléments auxquels on ne pense pas nécessairement, mais sur l'égalité homme-femme, sur la formation des salariés dans l'entreprise qui va venir faire l'intervention. Mais quand on parle de clause sociale, on parle le plus souvent de clause sociale d'insertion. Et ça, c'est effectivement la possibilité pour un acheteur de demander à l'entreprise qui va faire la prestation de réserver un certain nombre de
d'heures de travail pour des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc l'organisation administrative se fait assez simplement, hein, c'est une condition obligatoire d'exécution du marché, c'est aussi simple que ça. Et après, il faut accompagner l'entreprise, bien sûr, parce que c'est pas son métier de recruter des personnes éloignées de l'emploi. C'est souvent pas forcément ces personnes, c'est supposés salariés qu'elle va aller chercher en priorité. Donc ça nécessite qu'elle soit accompagnée. Il y a donc tout un tas de personnes, facilitateurs de clauses sociales, qui existent sur l'ensemble du territoire du Grand Est et qui sont là pour accompagner à la fois les entreprises à qui la clause s'impose, mais aussi les donneurs d'ordre qui ne sauraient pas trop comment s'y prendre et qui auraient besoin d'un accompagnement. Et si je suis une entreprise privée donneuse d'ordre ? Si je suis une entreprise privée donneuse d'ordre, je fais ce que je veux à partir du moment où je ne suis pas hors la loi. Ce que Nabil disait, les exemples qu'il a pris, nous, on serait beaucoup plus ennuyés sur certains de ces exemples pour les mettre en place. Quand il dit qu'il a un partenariat au long cours, quand Schmitt dit qu'ils ont un partenariat depuis 20 ans avec les mêmes fournisseurs, nous, les collectivités territoriales, on ne peut pas. Ou alors, c'est que à chaque renouvellement, c'est le même fournisseur qui se voit attribuer à nouveau le marché. Mais lui va réfléchir sur la durée du marché. Donc voilà. Mais donc pour répondre clairement à la question, tant qu'on n'est pas hors la loi, dans le cadre privé, on fait ce qu'on veut. Si je suis pas hors la loi, je fais ce que je veux. Nous, dans la commande publique, on a des contraintes supplémentaires. Effectivement, on peut pas bâtir un partenariat avec une entreprise qu'on choisit, et on peut pas sur 20 ans. Ça, on peut pas, par exemple. Donc, ça limite aussi les possibilités. Mais quand on est dans le privé, tant qu'on ne demandera pas aux fournisseurs de faire travailler un gamin le dimanche alors qu'il a 14 ans. Non, mais je plaisante à peine. Je veux dire, dans le cadre privé, demain, tu as un projet individuel de construction d'un pavillon, tu peux demander à ton constructeur, tu dis, moi, dans le contrat, j'exige de mettre, voilà. Ouais. Mon fournisseur de cuisine, c'est Schmitt, je lui ai mis une clause sociale dans mon marché. C'est vrai, hein, j'aurais pu. C'est passé ? Oui. C'est marché ? Super. La clause sociale, on n'est pas tous obligés, je suppose qu'il y a des dirigeants d'entreprise dans la salle, on n'est pas obligé de répondre à une commande publique et d'être un grand groupe pour se voir exiger des clauses sociales quelque part. Je parlais tout à l'heure de bon père de famille, l'inclusion, on n'a pas attendu que ça soit obligatoire. Il y avait un cas de blanchisserie qui était intéressant tout à l'heure. Nous avons travaillé pendant plusieurs années avec un grand groupe de blanchisserie, qui est une envergure nationale, voire européenne, voire mondiale, quelque part. Et nous étions très, très déçus de sa prestation, malgré différentes relances, négociations, tout ce travail d'audit, comment on peut faire, rendez-vous sur rendez-vous, pour finir de dire que c'était pas possible. Et donc, on a réussi à rompre le contrat. C'était difficile, ça s'est terminé au tribunal. Et aujourd'hui, nous avons acheté le linge et nous le donnons à entretenir par un ESAT. Qui viennent. Et donc, en plus de ce partenariat pour venir entretenir le linge, il y a 2 personnes qui viennent nous donner un coup de main sur les services de midi pour récupérer la vaisselle à laver, etc. Donc, c'est des petites tâches. Savoir que ces personnes que l'on inclut dans l'entreprise ne sont pas en capacité de tenir une journée complète au niveau de leur rythme de travail. Donc, voilà. Donc, il y a ça que l'on fait. Puis après, de l'accompagnement sur des stagiaires avec dispositifs, adaptes, etc. Donc, voilà. Donc, c'est aussi de la responsabilité de chaque chef d'entreprise d'aller un petit peu avancer sur ces sujets-là avant que ça devienne une contrainte. Je voulais répondre aussi. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on recommande des labels et des certificats ou autres. Non, mais parce que justement, il y a plein de lignes à suivre. Voilà. Et on remet en question nos marchés régulièrement aussi. Et c'est justement les fournisseurs qui se donnent les moyens de nous suivre, qui bénéficient aussi du business sur la durée, qui ont pu monter en compétences sur 20 ans. Voilà.
Merci. Jean-Luc, cette clause sociale d'insertion, vous la connaissez bien? Juste rebondir sur les blanchisseries. Donc effectivement, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de diriger une blanchisserie industrielle des ZAD. Et c'est vrai que du coup, quand on faisait des devis, c'était compliqué parce qu'on sait que, par exemple, les Allemands, qui sont énormément présents sur le territoire, on connaît leur modèle économique. Ils font travailler des gens qui payent à la pièce, souvent issus de l'immigration. Et c'est des gens qui n'arrivent pas à sortir ce que notre SMIC à nous, et qui se tuent sur des cadences. Il faut savoir ça quand on travaille avec des grands groupes allemands. Donc forcément, faire un devis, même nous qui sommes subventionnés quelque part, on ne pouvait pas s'aligner sur des prix. Alors effectivement, les entreprises décidaient quand même de bosser avec nous, parce qu'il y avait un service de proximité, parce qu'on faisait des retouches, parce qu'on faisait du marquage. En fait, ce qui nous a toujours, ce qui sauve les structures comme ça, et ce qui intéresse du coup les donneurs d'ouvrage, c'est la réactivité, le fait de demander des petites choses à part que les très grandes boîtes très structurées n'arrivent pas à faire, mais auxquelles nous on peut répondre, parce que si le critère n'est que le prix, même les structures subventionnées comme les ESAT en France, à un moment, n'y arrivent pas. Après, oui, la clause sociale, oui, nous, c'est notre métier. On accueille des gens qu'on nous confie, ou qu'on recrute à l'EA, ou qu'on nous confie dans les ESAT, pour justement aller les accompagner vers des projets de vie, des projets de retour au milieu ordinaire ou pas. Et voilà, donc l'idée de bosser avec des ESAT ou de faire venir des travailleurs d'ESAT en détachement dans des entreprises, c'est quelque chose qui est très, très, très diffusé en France. Je pense qu'il y a, alors pas beaucoup, mais je connais des PME en France, par exemple, qui, s'il n'y avait pas la sous-traitance dans les ESAT, seraient obligés soit de fermer, soit de délocaliser. Donc c'est des acteurs du tissu, encore en termes de PME, je veux dire de production, le peu de production industrielle qui reste en France, je pense, doit quand même encore aux ESAT pour justement les visseries qu'on met. Voilà. Il faut savoir qu'IKEA, par exemple, en Suède, c'est le plus grand ESAT d'Europe. Toute la visserie IKEA est faite par des travailleurs en situation de handicap. Et à votre avis, la part de contractualisation qui est spontanée par rapport à celle qui peut être motivée justement par des obligations légales, alors là on parle plus sur les marchés publics, à votre avis elle est 50-50 Alors nous on répond pas ressenti, seulement à des articles, c'est l'article 15, effectivement les marchés réservés à des structures, alors c'est entreprises, c'est l'insertion aussi, c'est l'entreprise adaptée, l'entreprise d'insertion. On est nous-mêmes concurrents entre nous, hein, dans l'absolu, voilà, pour répondre. Là, on est en train de répondre à un appel d'offres. On sait qu'il y a d'autres gens dessus et que ça va être compliqué. Voilà. Mais j'ai perdu le début de votre question. C'est pas grave. Je vous la rappelle. C'est un ressenti. Ah oui, la différence entre la contractualisation qui peut être spontanée, volontaire, par rapport à ce qui vient de l'obligation légale. On ne vend pas de handicap, on vend des prestations. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds en disant ça. On vend des prestations, on est bon dans ce qu'on fait, oui. Et on est obligé d'être bon dans ce qu'on fait, sinon on est mort. Du coup, voilà, les entreprises cherchent quand même un tarif, un délai et une qualité. Ça, il n'y a pas de bisounours, hein. Et c'est heureusement quelque part, heureusement. Et c'est comme ça que ça fonctionne et que ça va continuer à fonctionner. Donc nos structures se spécialisent de plus en plus. Donc forcément, ça nécessite des investissements, de l'hyper-spécialisation dans certains domaines. Parce que voilà, je le disais tout à l'heure, l'industrie, voilà, mettre 5 sachets, mettre 5 poulons, 5 vis dans un sachet, c'est fini. C'est ce qui se faisait il y a 30 ans, 40 ans, ça c'est fini. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé, la moitié de ma charge de travail sur l'année était connue. Et c'était les 2/3 de l'industrie automobile. Il n'y a quasiment plus rien pour l'automobile. Un petit peu dans les ESAT autour de Peugeot, mais sinon tout le reste est parti. Donc il a fallu se réinventer et on se réinvente tous les jours. Après, oui, non, les acteurs locaux, ce qu'ils cherchent, comme je vous disais, c'est de la réactivité, le petit service qu'ils ne peuvent pas chercher ailleurs. Et du coup, on fait beaucoup de login pour se faire connaître au niveau du groupement des établissements de travail protégés du Bas-Rhin pour ce qui me concerne. Ouais. En tant qu'acheteur responsable, est-ce que vous vous sentez un rôle d'ambassadeur justement à jouer pour promouvoir les achats responsables auprès de vos différentes parties prenantes? Oui. Oui, de façon évidente auprès des autres collectivités, notamment celles qui ont toujours un peu du mal à y aller, pas parce qu'elles veulent pas, mais parce qu'elles ne savent pas, elles sont pas bien équipées. Donc on aide comme on peut, on donne des renseignements, on fournit un certain nombre de documents, on peut même
pas leur tenir le stylo, mais de temps en temps leur donner un coup de main sur la rédaction de tel ou tel aspect durable de leur marché. Oui, ça paraît évident. D'autant qu'on y a tous un intérêt, ça a été évoqué. Plus les fournisseurs seront en capacité de répondre à des commandes publiques ou privées responsables, plus, j'allais dire, pour nous, il y a de l'intérêt parce que on saura qu'on pourra monter encore d'un cran nos exigences de cette nature. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour les acheteurs publics qui ne le sauraient pas. La région, par l'intermédiaire de Priscilla Rabier, est porteuse aussi de groupes de travail régulièrement, justement sur les achats responsables. Et puis voilà, ce que tu disais, avec des partages de bonnes pratiques, des partages de documents, partages juridiques. Nos autres acheteurs, dirigeants et acheteurs. Oui, alors de la même façon, hein, je peux qu'encourager tout ce qui est responsable. On le voit au quotidien, on a plein d'exemples, justement, on essaye de militer pour dire on peut faire des gains économiques, et ça parle toujours, on fait comme on veut, mais l'argent au moins il parle à tout le monde, et il y a beaucoup de choses qu'on gagne, on a tous à y gagner en fait, hein. Un achat responsable, ça fait un fournisseur qui va vous répondre plus vite. Si vous faites un effort sur les conditions de paiement, vous le payez plus vite qu'un autre, il dira moi je vais bosser pour toi, hein, parce que tu me payes plus vite. Et derrière, sur toute la chaîne, on y gagne. On l'écoute, on passe du temps avec lui. Il est plus à même de nous répondre quand on en a besoin. On grandit ensemble. Voilà. Il n'y a que du positif là-dedans. Après, on l'a dit tout à l'heure, on essaye de voir sur la durée. On parle pour nous, hein, chez Schmidt Group. On voit ça sur la durée parce que des achats one-shot, ça ne nous correspond pas. C'est pas pérenne, ça ne va pas avec le sens de l'histoire, quoi. Donc, oui, on essaye de véhiculer un maximum l'achat responsable. Oui, on parle beaucoup de RSE aujourd'hui, hein, que ce soit dans le domaine privé, politique, à tous les niveaux. Tout le monde connaît les 3 lettres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les RSE, elle est constituée par 80% des achats. C'est nos achats en fait qui vont déterminer un petit peu où je fabrique, où je sous-traite, avec qui je travaille. La notion, il y avait des ateliers ce matin sur le carbone, des carbonations. Est-ce que l'exemple du tofu, il est très perturbant quelque part, hein, d'entendre ça, parce que c'est pas uniquement un achat. Je fais un achat pour moi. Est-ce que c'est juste un achat patriote ou c'est un achat qui va protéger la planète et être beaucoup plus durable d'une manière très globale quelque part, voilà. Donc aujourd'hui, on va devoir tous élargir un petit peu le spectre. On fait ces achats-là pour nos entreprises, mais on fait aussi ces achats-là pour un écosystème. Quand j'encourage et j'accompagne mon producteur de lait, il y a quelqu'un qui est encore ancré, j'ai encore un agriculteur qui va rester à travailler et je lui garantis ses revenus. Voilà, donc ça va au-delà de nos premières ressources et nos premiers gains, même si l'argent est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va devoir changer aussi de modèle et d'évaluer les entreprises sur autre chose que sur le monétaire et sur leurs dividendes ou lorsqu'elles arrivent à gagner en fin d'année. Ça me fait une belle transition, justement, à l'heure où aujourd'hui on évoque souvent la relocalisation. Est-ce que finalement, acheter local, est-ce que c'est forcément plus responsable que d'acheter à l'autre bout du monde? Et là, je saute sur l'occasion, parce que j'entendais la Chine avant. Voilà, donc je suis obligé de le dire. Voilà, Schmidt Group, on fait un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vend des cuisines et tout ce qui va autour, hein, c'est de l'aménagement de l'habitat sur mesure. Il y a du spot LED, parce qu'aujourd'hui, on ne se verrait pas sans un éclairage LED. Il y a plein de choses. Et on ne peut pas acheter autour de chez nous. Vous pouvez toujours essayer de trouver le lave-vaisselle qui va bien pour votre cuisine dans la région ou même en France. Si vous le trouvez, vous aurez sûrement le droit à une médaille. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc on peut acheter local. Vous pouvez très bien acheter dans le magasin d'à côté quelque chose qui a été fait par un enfant chinois. Clairement, vous allez dans n'importe quelle boutique de souvenirs. J'aimerais bien savoir quelles conditions de travail respectent les boutiques de souvenirs. Et c'est en local. Voilà. Par contre, on peut acheter à l'autre bout du monde sans dire on ne travaille pas avec un pays, sans fermer toute l'économie d'un pays, juste pour dire je ne veux pas acheter là-bas, quoi. À un moment,
acheter responsable, on le fait en local et à l'international. Voilà, on est un groupe international, on va acheter en Asie. Je peux vous dire que 94% des achats de matières premières, c'est en Europe de l'Ouest. Le reste, on sort de l'Europe. Et quand on sort de l'Europe, on va dans les usines et on ne va pas juste regarder un certificat. On va dans les usines, on vérifie que les personnes qui travaillent le font dans les mêmes conditions de travail que chez nous. Et en Asie, peut-être qu'il faut reprendre les choses. En Asie, on a la qualité qu'on paye. Donc, si on ne paye pas de la qualité, vous pouvez aller dans nos magasins, vous voyez le même tabouret que vous avez dans une grande surface. C'est pas les mêmes soudures, c'est pas la même chose. Je pourrais passer 10 minutes à vous argumenter toute la différence qui ne se voit pas. Et voilà. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est partout où on travaille. On veut faire en sorte qu'on monte les personnes en compétences. Voilà. Il y a des personnes qui ont besoin. On ne veut pas que demain on ait notre étiquette qui se retrouve marquée Schmitt Group, comme il y a quelques années le Rana Plaza, l'immeuble qui s'est effondré. Voilà, on est allé chercher les responsables dans les décombres. C'est pas notre philosophie. On monte les personnes en compétences partout où elles sont. Surtout qu'on ne veut pas avoir tout à proximité. Merci. Eh bien, on termine dans les temps. Il nous reste une bonne grosse dizaine de minutes pour des remarques, des interventions, des questions dans la salle ou pour les internautes, à l'un ou plusieurs des participants de la table ronde. Alors, oui, parce que on peut pas les... Oui, parce que je ne peux pas bouger les micros. Ou parler fort. Ah oui, alors, non, je le répéterai peut-être parce qu'à l'écran, ils n'entendront pas. Ça marche. Je vous écoute. Ouais, donc j'avais une question. C'était comment réussir à identifier les potentielles aberrations, donc soit environnementales, soit sociales, dans les grands groupes de fournisseurs. Donc soit, je sais pas, peut-être des audits fournisseurs, des suivis du bilan extra-financier ou autre. Donc pour les internautes, comment repérer les aberrations, entre guillemets, environnementales et sociales qui peuvent émaner des fournisseurs? Dans la même veine, c'est est-ce que le métier d'acheteur n'est pas en train de devenir un métier d'ingénieur? Alors, et dans la même veine, est-ce que le métier d'acheteur n'est pas en train de devenir un métier d'ingénieur? Alors on va laisser un acheteur répondre. Pas forcément. L'acheteur doit répondre à un besoin d'une entreprise. Aujourd'hui, c'est surtout que le besoin il est en train de changer. Nous, en début d'année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé tous nos acheteurs à la RSE. Alors, ce n'est pas des experts, c'est juste pour que chacun puisse élargir son spectre de réflexion et surtout qu'il tire le fil. De quoi j'ai besoin? Déjà, challenger le besoin qui va avec son client interne au quotidien. Et ensuite, chez le fournisseur, on le sensibilise à regarder les conditions de travail, la façon dont c'est fait, d'où vient la matière, parce qu'on attend que nos fournisseurs fassent le même suivi que nous. Voilà, il y a quelques années, vous demandiez à un fournisseur allemand d'où venait sa matière, vous disiez Deutsche Qualité. En fait, quand vous lui dites nous on s'engage, vous engagez aussi pour la déclaration de douane. Ça vient d'Asie, c'est étonnant ça. Donc voilà, il faut chercher la preuve. Il y a la due diligence depuis des années sur le bois déjà. On vous oblige à descendre jusqu'au fournisseur. Nous, on descend jusqu'au fournisseur de rang 4 pour savoir d'où vient un arbre pour faire un panneau. Voilà, il faut tirer les fils pour les trouver. Donc comment les voir? Il faut chercher, il faut être curieux surtout et essayer de balayer un maximum d'horizons, je dirais. Oui. J'avais une question particulièrement encore pour Schmitt Group. C'était qui dit achat dit déchets, forcément, et c'était pour voir un petit peu comment est-ce que vous avez pu faire évoluer votre politique de gestion des déchets, peut-être vers la réduction. Attends, je pose la question pour les internautes. C'est une question pour le groupe Schmitt, en lien avec la gestion des déchets. Qui dit achat dit forcément des déchets, donc savoir comment vous optimisiez justement la gestion de déchets. Alors on a une chance, c'est qu'on produit du meuble majoritairement, ce sont des panneaux de bois. Et le panneau de bois, il a l'avantage que pour nous, en hiver, on se chauffe avec. Voilà. Et en été, et au printemps également, on le broie
nos fournisseurs nous les reprennent et c'est réinjecté dans la fabrication de panneaux. Donc c'est un cycle qui revient. Parce que quand vous... Alors ceux qui sont en ligne ne le voient pas, mais une table en panneaux de particules, il y a un tiers qui vient des déchetteries, un tiers qui vient des déchets des forêts. Quand on coupe du bois, on ne récupère pas tout pour faire des meubles en bois massif. Et l'autre tiers vient des déchets d'usines, comme nous. Donc, en grosso modo, le panneau, voilà, ça se recycle encore et encore. Ça, c'est bien. Maintenant, bon, comme c'est la course à l'énergie, on essaye de le brûler. Mais en tout cas, il y a une grosse partie, c'est recyclable. Et si ce sont des pièces métalliques, l'avantage, c'est qu'on a tout un circuit de revalorisation également en place. Je vais commencer dans l'ordre de la salle. Oui. J'avais une question peut-être pour les entreprises un peu moins matures sur ces sujets. On a vu que c'était extrêmement vaste, la question des achats responsables. Est-ce que vous auriez 2 conseils, 3 Par où on commence quand on s'attaque à ce sujet Attends Christophe, je répète la question. Donc pour les entreprises moins matures, est-ce que vous avez 2-3 conseils pour leur dire par où commencer? Honnêtement, non. Non, mais il faut pas. En fait, faut pas hésiter. Et tous les jours, potentiellement, vous allez être confronté à ce genre de défi parce qu'on l'entend au quotidien. Nous, on est poussé par les consommateurs aussi, qui demandent de plus en plus. Et il faut essayer et creuser le sujet. Aujourd'hui, il y a Internet qui nous donne tout ce qu'on veut. Si vous avez des questions, il y a, j'allais dire, je rebondis parce que le forum aujourd'hui, il est là pour ça. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour aider les gens. Il y a plein de réseaux. Si vous tapez sur Internet, je ne veux pas réduire en disant Alsace parce qu'on est ici, mais Grand Est, vous aurez tout un tas de personnes que vous pourrez interroger potentiellement sur qu'est-ce que je peux faire sur cette typologie d'achat ou autre. Et oui, n'hésitez pas et lancez-vous parce que vous ferez que mieux que de dire on fait rien, on contractualise et voilà. Mais c'est ça, il faut essayer déjà et ne pas se mettre hors la loi, bien sûr. En termes d'outils, donc... Ouais, parce que justement en termes d'outils, donc par rapport à tout ce qui est acheteur public, on l'a évoqué rapidement, il y a un réseau qui existe et qui se réunit régulièrement plusieurs fois dans l'année justement pour évoquer tous ces sujets. Pour les entreprises privées, il y a différentes ressources aussi qui existent et des outils à travers beaucoup de webinaires qui sont organisés, ne serait-ce que par la CCI Grand Est, par le CNA, le Conseil national des achats. Il y a le parcours sourcing durable aussi qu'on a évoqué, qui aura lieu à nouveau en 2023. Il y a un jeu aussi, un serious game qui a été développé par l'ADEME, la région et la CCI, qui permet de sensibiliser le personnel ou des partenaires qu'on peut avoir à travers un jeu ludique pendant à peu près 1h30, qui est vraiment hors du temps, puisqu'on est au temps du roi Arthur, mais qui permet de sensibiliser sur les achats durables. Des outils, il y en a beaucoup. Il y a une page de Climaction qui existe. Alors, Climaction, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ADEME et la région qui sont réunis pour des financements en lien avec la transition énergétique et écologique. Et puis, je laisse la parole. Oui. En fait, nous, il y a à la Chambre de consommation d'Alsace du Grand Est, il y a une dizaine d'années, on a travaillé avec la CRES. Donc à l'époque, c'était la CRES Alsace, maintenant c'est la CRES Grand Est, pour monter justement la plateforme zigezag.info, qui est donc une plateforme montée avec des réseaux de l'économie sociale et solidaire et de la production responsable, dont l'objectif est justement de mettre en évidence les acteurs de la production locale, alors en l'occurrence en Alsace, même s'il y a une plateforme qui existe niveau Grand Est, mais Zigezag c'est spécifiquement l'Alsace, où on a établi une charte avec différents critères et ça fonctionne comme un annuaire. Et du coup, on a ce site qui va être... D'ailleurs, si vous allez voir le site, il va être refait l'année prochaine, je tiens à le préciser. Et donc, on a ce site internet qui est un annuaire, qui est déjà un premier outil pour avoir une première entrée, pour trouver des fournisseurs, des producteurs. C'est à destination à la fois des consommateurs particuliers, parce que c'est notre cible principale à la Chambre de consommation, mais aussi des acheteurs professionnels. Et en termes d'animation de terrain, on fait aussi régulièrement des temps d'action avec des particuliers, mais aussi avec des professionnels, de visite d'entreprises de nos membres, qui sont référencés. On a à peu près 140 membres référencés actuellement, je crois. Et donc, l'idée, c'est de faire venir des professionnels qui se questionnent un petit peu sur comment
démarrer, enfin voilà, faire des achats responsables et de les amener en fait au sein de ces structures pour leur montrer comment elles travaillent, parce que souvent en fait les entreprises, en tout cas privées, vont avoir un peu une idée sur les achats responsables, ils vont aller vers l'entretien des espaces verts, l'entretien des locaux, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu connues, mais ils vont moins penser à d'autres secteurs, je dis n'importe quoi, mais par exemple pour oui voilà le café ou l'impression de carte de visite par exemple, enfin ce genre de choses, on a moins idée d'avoir recours à une entreprise d'insertion ou un ESAT ou une entreprise adaptée. Et du coup, le fait de faire des circuits de visite au sein de ces entreprises pour leur montrer comment ils travaillent, les machines, montrer que c'est des entreprises très professionnelles, très qualitatives. Et du coup, ça permet un peu de briser les a priori qu'il peut y avoir hein, sur les entreprises d'insertion, sur les entreprises de l'ESS et sur le secteur adapté. Donc ça, c'est des missions qu'on mène aussi. Voilà, pour faire connaître ces différentes démarches. Donc voilà, donc il y a le site pour la partie annuaire et puis toutes les actions qui sont menées sur le terrain. Et il y a effectivement un annuaire donc, porté par la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire au niveau du Grand Est, qui s'appelle Acheter responsable Grand Est. Voilà, j'espère que je dis pas. Oui, enfin, on trouve facilement en Acheter responsable Grand Est. Donc là, effectivement, c'est au niveau Grand Est. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est beaucoup orienté pour les professionnels. Et sur Zigzag, on n'a pas que l'aspect ESS, insertion, on a aussi le bio et le commerce équitable. Où là, ça concerne aussi les professionnels, mais on a aussi ce volet de sensibilisation auprès des particuliers. Je reprends juste mais une piste pour être le guide de l'acheteur responsable qui est disponible sur le site de la médiation des entreprises ou alors le ministère des économies. C'est le même ministère. Il y a plein de bonnes pistes dedans. S'il y avait une norme qui vous parlait en particulier et qui avait eu un impact sur la société mesurable, chiffrable de votre point de vue et qui a vraiment eu un bénéfice observable. Donc c'est une question pour Schmitt Group, ou alors tu reprends la question en répondant. La question était sur les normes qui ont été évoquées. Alors en l'occurrence, c'était pas des normes, c'était plutôt des labels. Mais savoir justement si les labels vers lesquels vous allez vous permettent de faire des économies en gros. Et les impacts que ça peut avoir. Après, il y a des choses qu'on ne mesurait pas avant. Donc le label achat, par exemple, je peux vous dire que tous les ans, il y a 120 personnes qui travaillent pour nous en ESAT. Voilà. Je peux vous dire également le montant de notre chiffre d'affaires en local, Alsace, ce que je vous ai dit avant, on sait l'origine de nos produits pour chaque article. Avant, on faisait attention, mais on ne le listait pas. Aujourd'hui, on est capable de vous dire ça. Je peux vous dire que l'année dernière, on a payé en moyenne nos fournisseurs à 24,6 jours, quand la loi elle vous oblige à 60 jours. Ça motive derrière à travailler avec nous. C'est un exemple. Donc oui, tout ça, on peut vous dire que 60% des entreprises qui travaillent avec nous aussi, ce sont des micro-entreprises et PME. Voilà. Donc ce genre d'indicateur. Une question d'un internaute, alors peu importe à qui. Donc voilà, l'achat responsable a de nombreuses facettes, par exemple la régionalité, le commerce équitable, l'agriculture organique, peut-être biologique aussi, peuvent être des critères pour trouver des fournisseurs partenaires. Au quotidien, est-ce que vous trouvez des options économiques qui réunissent tous les aspects importants pour vous, ou devez-vous donner la priorité à certains critères ? Le premier travail sur le parcours de sourcing durable, c'était de voir toutes ces familles d'achats. Voilà, on décortique notre plan comptable par famille d'achat et à un moment donné, oui, alors c'est important ce que vous avez évoqué, l'achat des cartes de visite sur une imprimerie est responsable, etc. Mais si ça correspond à ça de votre impact, de votre chiffre d'affaires et de vos volumes d'achat, non, bien entendu, mais il est important aussi. Mais quelque part, voilà, faut être simple, il faut partir sur la grande loi, les 20-80. Le plus important, là où je vais plus avoir d'impact. Et voilà, donc faut vraiment se focaliser là-dessus dans un premier temps. Faire le tri dans ces familles d'achat et là où je vais voir où je peux avoir un réel investissement.
Pour l'achat public, je pense que c'est la même chose. On a des chiffres à peu près équivalents. Nous, on achète, si on dit local, en tout cas des fournisseurs Grand Est, sur l'ensemble des segments d'achat, on est à plus de 80% de mémoire. Et sur certains segments, je pense les travaux, on est à 93 ou 94%. Donc on travaille, nous, là aussi, avec essentiel. On doit avoir 5 ou 6 grandes entreprises avec lesquelles on travaille, et vous allez comprendre tout de suite. La Poste, moi j'achète un timbre, je travaille avec la Poste, qui est une grande entreprise, avec la SNCF parce qu'on fait rouler des TER tous les jours, enfin quelques grands groupes comme ça, sinon c'est que de la TPE et de la PME locale. Donc la réponse c'est oui, on arrive à concilier. En revanche, il faut toujours bien sourcer et savoir si le local est capable de répondre à l'ensemble des exigences qu'on va avoir. Parce qu'on mène aussi, ça a été dit par les autres intervenants, souvent quand on parle d'achat responsable, on parle souvent d'achat environnemental et ou social. On a toujours le souci économique et nous on court plusieurs lièvres à la fois. Enfin, je veux dire, si demain, pour acheter davantage responsable, c'est l'exemple du tofu versus la viande que vous évoquez, on abandonne les producteurs locaux, ce qu'on aura gagné quelque part, on l'aura perdu par ailleurs. Donc voilà, il faut toujours sourcer, être en mesure de savoir si la ressource est sur le territoire, et à partir du moment où la réponse est positive, il ne faut pas hésiter effectivement à faire des cahiers des charges qui sont exigeants d'un point de vue environnemental et ou social, parce qu'on sait qu'on aura effectivement des fournisseurs locaux qui seront en capacité de répondre. Et puis que sur certains sujets, enfin voilà, on achète comme tout le monde des tablettes et des ordinateurs portables pour les élèves des lycées. Voilà, on n'a pas, et avant qu'on trouve un fournisseur local, voilà. En revanche, on peut avoir d'énormes exigences environnementales. Il faut travailler l'achat sur l'ensemble du cycle de vie, quoi. Pas juste dire je gagne à l'achat, non. Si tous les 2 ans je dois changer de tablette, j'ai pas fait une bonne affaire, quoi. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. La réparabilité, combien de temps elle va me tenir, et répondre aux besoins correctement. J'ai pas besoin du haut de gamme pour tout le monde, et le juste besoin. C'est une belle conclusion. Merci à tous les participants en ligne et en présentiel. Merci à nos intervenants. Et voilà. Donc, par rapport aux gens qui avaient levé la main en début d'atelier, je pense qu'à partir de demain, la réflexion autour de vos achats sera peut-être un petit peu différente. Belle fin d'après-midi à tous. Merci.